Bien, j'espère que vos autres camarades vont nous rejoindre. En attendant, commençons, puisque Madame Abécassis nous a rejoints, ainsi d'ailleurs que je vous présente Alexandre Bellassem, qui est à ma gauche, qui est un de nos anciens étudiants de master et qui a monté sa société de podcasts, donc il est créateur de podcasts, éditeur de podcasts. Et ça fait 2 ans que tu nous as... Voilà. Et d'autre part, donc Alexandre a des affinités particulières avec l'œuvre d'Eliot Abécassis, si bien que je lui ai demandé effectivement non seulement d'assister, mais d'être en fin de compte le véritable interlocuteur d'Eliot. Je lui laisserai la parole bien volontiers. D'autre part, je voulais remercier notre ami et mon ami Marc Guillaume d'être ici. Marc Guillaume qui aujourd'hui est éditeur, qui est aussi économiste et philosophe. C'est un économiste qui est devenu philosophe, pour ainsi dire. Et il vous suffira de regarder sur Wikipédia l'ampleur de son œuvre et qui est tout à fait impressionnante et au niveau donc à la fois politique et au niveau des questions notamment de stratégie internationale. Bien. Nous sommes donc en belle réunion. Donc je voudrais, pour démarrer cette réunion, rappeler pour Eliot en particulier que vous êtes mes étudiants de licence pour la plupart d'entre vous et que on a travaillé pendant tout le semestre, pendant tout le trimestre, enfin c'est un semestre-trimestre, pour ainsi dire, depuis le mois de septembre, disons, on a travaillé donc sur la création littéraire. Vous savez, ma conviction que tous, au fond de nous, nous sommes capables, à la condition qu'on y croit, et d'autre part qu'on vous donne des outils minimums de prospection, de créer, sinon une œuvre, du moins d'avoir au fond de soi des choses à dire, et que ces choses à dire peuvent s'exprimer notamment à travers la fiction, et qu'il s'agisse de fiction romanesque ou de fiction cinématographique. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai eu la chance de travailler avec vous pendant 12 semaines sur ces sujets. Et on s'est rendu compte, et vous-même été surpris de cela, que vous étiez tout à fait capable, chacun d'entre vous, d'imaginer un synopsis tout à fait convenable et souvent très prometteur. Et je vous dis, je vous remercie dans la mesure même où pour moi, chaque année, je recommence avec de nouveaux étudiants et je suis toujours surpris, étonné de la qualité des travaux que vous avez fournis. Et tout cela dans, je crois, un enthousiasme partagé. Voilà. Bon, alors donc, quand Eliot s'adresse à vous, que vous adressez à elle, eh bien, on s'adresse entre des jeunes créateurs et une créatrice plus qu'affirmée, puisque Eliot a une œuvre derrière elle tout à fait extraordinaire. Ça fait plusieurs années que nous sommes connus. Et c'était d'ailleurs une conférence déjà, une conférence à l'Alliance française. À l'époque, je dirigeais une école de cinéma et puis elle parlait à nos étudiants en cinéma. Voilà. Et je me souviens de cette rencontre et je lui ai demandé, et elle a accepté, ce dont je remercie 1000 fois, de renouveler l'expérience avec vous. Alors l'œuvre d'Eliot, elle va vous en parler de toute façon, mais ce qui est extraordinaire, c'est que philosophe qu'elle est, comme monsieur Guillaume est également philosophe, avec une agrégation de philosophie, elle a enseigné aussi à l'université de Caen, et elle s'est lancée dans le grand large de l'écriture avec donc 2 romans à grand succès, et à chaque fois avec une certaine transgression par rapport à ce qui se fait habituellement, puisqu'elle a réussi à marier roman de policier ou roman d'aventure, avec d'autre part une recherche métaphysique. Et la recherche philosophique est toujours présente d'ailleurs dans son œuvre, qu'il s'agisse
donc de la partie romanesque ou des essais, et en particulier des essais qu'elle a commis sur les questions, autour des questions de transmission à la fois, je dirais, familiale, culturelle, mais elle vous en dira infiniment plus. Et d'autre part, elle a également touché à l'audiovisuel, puisqu'elle est la scénariste ou la réalisatrice, je ne sais plus, scénariste et co-réalisatrice, je crois, d'un film qui a eu aussi un très grand succès. Et donc, votre œuvre, bon, d'une part, est très connue. À chaque fois que je dis « Ah, je connais Aliette Abécassis », je gagne un galon de plus, n'est-ce pas, parce que c'est effectivement un avantage formidable que de vous connaître. J'en suis persuadé, et je suis heureux que ces jeunes gens et que ce jeune homme, pour ainsi dire, se souviendra de toute façon constamment de cette rencontre de ce soir, je n'en doute pas. Alexandre, donc, comment veux-tu, puisque tu as un rôle éminent à jouer ce soir, comment veux-tu le jouer? J'avais préparé. J'avais préparé une petite intro pour vous présenter. Il marche ? Merci, c'est mieux comme ça. Alors, Eliette Abécassis, vous êtes une romancière qui touche à tout, presque jamais rassasiée de parler des vôtres, de votre culture, comme si cet héritage n'avait cessé de traverser vos textes et vos pensées, comme si cet héritage était un poids qu'il fallait libérer, qu'il fallait extriper de votre âme. Vous avez donc choisi la plume comme arme. Un temps, vous aviez pensé à la politique lorsque vous étiez la brillante assistante de Pierre Moscovici, alors secrétaire national du Parti socialiste. Mais l'amour des mots, du texte, de la pensée vous rattrape, l'agrégation de philosophie en poche. Vous vous jetez dans le grand bain. Suivront alors de nombreux romans. Qumran, un heureux événement que vous avez peut-être dû voir en adaptation au cinéma. La transmission séfarade et instagrammable. Mais c'est également dans les salles obscures que vous ferez vivre vos mots en coécrivant le scénario du film Kadosh d'Amos Gitaï. J'ai donc cette impression qu'à travers votre œuvre, vos personnages, vos films, vous n'avez cessé de voyager, vous n'avez cessé de conjuguer votre passé au présent, comme si ce voyage de la mémoire était pour vous le meilleur moyen d'interroger une époque, d'interroger notre rapport au temps, d'interroger notre place sur cette terre. Donc je parle au nom de tous les étudiants ici. On est ravis de vous recevoir pour parler de votre métier et de la notion de transmission. Voilà. Du coup, j'ai essayé un petit peu de réfléchir comment vous présenter, comment discuter aussi de votre œuvre, peut-être à la place des étudiants ou en pensant à ce qu'ils voudraient aussi vous poser comme question. La première, ça serait aussi de se dire à quel moment on se lance dans l'écriture, à quel moment est née aussi cette volonté de raconter votre histoire avec des mots, du coup, et dans les livres. Voilà, là c'est la mieux. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être parmi vous dans ce magnifique lieu de transmission justement. Comment on commence? Je crois que c'est effectivement une envie d'écrire et puis cette envie d'écrire que beaucoup partagent, je crois qu'il faut qu'elle rencontre un sujet. Et les sujets, cette rencontre entre une envie et un sujet, c'est là où il y a une impulsion et qui fait que, on s'y met. Mais c'est très important de rencontrer un sujet, et pas seulement un sujet, c'est le sujet qui est pour soi. C'est-à-dire on va partir de soi, mais pour aller à l'extérieur de soi, vers ce sujet, mais qui est en même temps un sujet extérieur, mais qui est en soi aussi. Et, et en fait, j'aime bien cette sonnerie. Mais ça se passe en cours parfois aussi. Alors, donc, ce sujet pour moi, c'était Qumran, c'était mon premier livre. Et donc, Qumran, c'est les manuscrits de la mer morte. Donc, c'est une aventure incroyable. C'est un livre que j'ai vu dans
dans la bibliothèque de mon père qui a beaucoup de livres. Mais tout d'un coup, je suis tombée sur ce livre qui était écrit par un archéologue et qui racontait comment les manuscrits de la mer Morte ont été découverts. C'était en 1947 dans les grottes de Qumran, dans le désert de Judée, dans la mer Morte, près de Jérusalem. Et c'était la découverte archéologique la plus importante, la plus étonnante qui ait jamais été faite, puisqu'on a découvert dans des jarres des centaines, même des milliers de fragments qui dataient de l'époque de Jésus. Et à partir de là, ces fragments ont été donnés à être étudiés à une équipe de chercheurs internationale. Et dans cette équipe, c'est là où ça devient romanesque et rocambolesque, c'est qu'il y avait un Polonais, il y avait un Anglais, il y avait un Américain. Chacun est parti avec ses fragments dans son pays. Certains, il y en a un qui était un prêtre qui a apostasié après avoir lu les fragments. Il y en a un autre qui s'est suicidé. Il y en a un qui est devenu complètement fou. Et donc, voilà, en regardant cette histoire et puis le mystère dans ce mystère de la découverte, c'est-à-dire ces fragments datent de l'époque de Jésus. Et du coup, en fait, on va enfin savoir la vérité sur l'époque de Jésus, peut-être même sur Jésus, parce qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Jésus, même si on a plein de preuves de ce qu'affirment les évangiles, mais de Jésus lui-même, est-ce que ces manuscrits allaient en parler ou pas? Ça m'a paru extraordinairement romanesque. Et alors, c'était ce sujet qui m'a frappée. Et pourquoi c'était ce sujet? Ce sujet était pour moi, parce qu'il était en moi, parce que je viens d'une famille de juif pratiquant, avec un père talmudiste qui a écrit beaucoup de livres, mais notamment une somme en plusieurs volumes qui s'appelle La pensée juive, où en philosophe et en historien, il fait toute l'histoire de la pensée juive depuis le début, enfin jusqu'à nos jours. Et donc j'ai été effectivement baignée dans cette culture-là, mais en même temps dans le fait par un talmudiste, c'est-à-dire quelqu'un qui questionne, qui se pose des questions. Donc c'était effectivement la façon dont j'ai été élevée dans ce bain culturel d'archéologie, d'histoire juive et d'histoire du judaïsme, mais aussi je l'ai ramené à moi parce que j'ai inventé une histoire dans l'histoire d'un rapport père-fils, même si j'étais une fille, mais je me suis projetée dans ce fils qui va se mettre à la recherche de la vérité sur ces manuscrits de la mer Morte. Et en même temps, j'ai été j'ai lu un livre qui m'a qui a été une révélation pour moi, qui est Le nom de la rose d'Umberto Eco. Et dans ce livre, Umberto Eco, lui, écrit un roman policier qui se passe au Moyen-Âge, avec une histoire que vous connaissez peut-être, dans un monastère où il y a des meurtres. Et effectivement, un manuscrit perdu, caché, plutôt secret, qui révèle un secret que je ne vous révélerai pas pour ne pas vous spoiler, c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais un livre vraiment extraordinaire qui donne ses lettres de noblesse au roman policier, c'est-à-dire qu'il le sort c'est juste un roman policier, mais qui fait un roman policier littéraire, un roman policier philosophique, ésotérique, donc il ouvre à la pensée et à la philosophie, ce genre littéraire-là. Donc voilà, tout ça fait que ça m'a donné, j'avais envie d'écrire et ça m'a donné l'impulsion d'écrire et la vision de ce que je voulais écrire. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Du coup, vos parents sont arrivés en France dans les années 60, si je ne me trompe pas. Vous parlez de livres, ils sont venus aussi avec des livres. Qu'est-ce que ils vous ont transmis, avant de nous raconter, vous, ce que vous avez transmis après, leur transmission à eux quand vous êtes arrivé en France, leur rapport aussi à l'exil au Maroc, si je ne me trompe pas non plus, comment ils voyaient leur arrivée en France et comment ils vous ont éduqué aussi par rapport à cet exil?
Alors oui, c'est vrai, mes parents sont arrivés à la fin des années 50 à Strasbourg. Ils sont nés au Maroc et moi je suis née à Strasbourg, mais eux ont quitté le Maroc et ont quitté le Maroc parce que bon, c'était un contexte particulier où beaucoup de Juifs partaient et eux avaient vraiment l'amour de la France et le désir de vivre dans ce pays qu'ils admiraient plus que tout autre pays au monde. Et ils ont fait des études chacun à l'université. Mon père est devenu donc prof de philosophie, ma mère de psychologie. Et ils nous ont élevés effectivement dans une culture à la fois, une éducation traditionnelle juive, mais aussi très très française et donc avec les deux sans qu'il n'y ait de débat ni de contradiction, mais au contraire une grande harmonie. Et c'est ainsi que mon père d'ailleurs enseigne le Talmud parce qu'il est aussi professeur. Il a enseigné à l'université de Bordeaux pendant très longtemps la philosophie générale, donc le Talmud ouvert aux sciences humaines est fécondé par la pensée philosophique et expliqué, en tout cas illuminé, éclairé, parce que le Talmud est quand même assez abscon. Et c'est comme ça que je pense qu'on a été élevé dans cette, je dirais, cette double identité, cette double éducation à Strasbourg. Alors, dans le dernier livre que j'ai écrit, qui est paru en janvier dernier aux éditions Robert Laffont, qui s'appelle La Transmission, eh bien, je raconte l'histoire de mon père et à travers une relation père-fille, c'est-à-dire c'est une forme de biographie, mais vraiment un peu déstructurée et par le regard de la fille. Et je raconte effectivement toute sa trajectoire, c'est-à-dire du Maroc où il a été élevé dans un milieu très traditionnel, à Casablanca, avec une éducation très religieuse et comment vers l'âge de, enfin il a été très marqué comme beaucoup de juifs au Maroc par le scoutisme et c'est là qu'il a été remarqué chez les scouts parce qu'il est devenu un grand chef scout par un des plus grands penseurs du judaïsme français qui s'appelle Léon Ashkenazi, Manitou. Et lui avait créé une école à Orsay, près de Paris, après la guerre, après que la communauté juive a été dévastée, massacrée et déportée pendant la guerre. Pour cette école, qui est l'école d'Orsay, eh bien, elle a formé un certain nombre de professeurs, dont Henri Atlan, que vous connaissez peut-être, mais aussi beaucoup d'autres, de penseurs qui devaient être, en fait, en quelque sorte, des cadres de la communauté juive et qui devaient favoriser une renaissance intellectuelle du judaïsme après la guerre. Et donc, il a remarqué mon père, il l'a formé à Orsay. C'est ainsi que mon père est venu à Paris pour étudier et qu'il a continué dans cette double professorat, professeur à la fois de Talmud et professeur de philosophie, double carrière à la fac et dans les communautés juives, et qu'il a véritablement voué sa vie à l'enseignement et à la transmission. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, tout en ayant... c'est comme une enquête, en fait, sur sa vie et le mystère de sa vie vouée à la transmission, en me demandant pourquoi, quel est le secret de mon père, quel est ce qui l'anime finalement. Et c'est ainsi que je remonte le fil de cette transmission assez loin, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait de père en fils, de génération en génération, et dont on est dépositaire finalement dans une forme de mémoire collective qui devient une mémoire individuelle. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui que cette mémoire, soit on la perd, soit on la travaille moins, soit on en parle moins? Je
Je pense par exemple à cette notion de cancel culture qui veut, entre guillemets, annuler des penchants de l'histoire. Est-ce que malgré tout, pour vous, c'est important toujours de raconter des histoires, qu'elles soient bien, qu'elles soient mauvaises, qu'elles étaient destructrices ou bonnes d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une perte aujourd'hui de cette notion de transmission où on a toujours en nous un devoir de mémoire de nos histoires personnelles ou impersonnelles d'ailleurs? Je crois qu'effectivement, le problème de la transmission est un problème, et le problème, un des problèmes les plus fondamentaux aujourd'hui, parce que quand je vois la façon dont mon père a appris de ses maîtres, de ses professeurs, et la façon dont cette transmission s'est faite de moi à lui, et puis là, comment elle se fait, parce que j'ai des enfants, des adolescents, de notre génération à la génération d'après, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer, vraiment de muter, et se pose la question, ces deux questions, que transmettre et comment transmettre. Et ça, c'est les questions les plus fondamentales de notre époque. On voit bien que cette transmission, elle est essentielle parce que nous devons avoir une mémoire. C'est ce qui nous rend humains. Nous devons nous enrichir de toutes ces paroles des sages passés et de notre histoire collective. Et nous avons du mal à transmettre cette mémoire. Pourquoi ? Parce que avec la mutation technologique, et c'est qui est aussi une mutation vraiment, une révolution anthropologique, eh bien, il y a une autre forme de transmission qui se fait, et qui se fait par les réseaux sociaux, et qui, en quelque sorte, rentre en compétition avec cette transmission transgénérationnelle, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, effectivement, on a accès à tellement d'informations. C'est l'âge de la multitude, comme le disent les sociologues et les penseurs de notre modernité. On a une multitude d'informations. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de transmission, en fait. C'est qu'il y a trop de transmission et qu'il faut arriver à choisir dans tout ce flux que l'on a sans cesse. Et comment choisir, que choisir, et comment le faire, c'est-à-dire comment encore apprendre de nos aînés qui n'ont pas les moyens technologiques de transmettre ce qu'ils ont à dire, et comment garder leurs paroles, comment aussi garder les livres, parce qu'on voit bien que les livres ne sont plus autant des vecteurs de transmission qu'ils l'étaient avant. Et peut-être que ce n'est pas si grave, parce que en fait, les livres, en fait, il y a au Moyen Âge, où c'était l'Église qui transmettait, évidemment dans les communautés, il n'y avait pas de livres, en fait. Les gens ne lisaient pas du tout. Et pour autant, il y avait une forte transmission. Donc il y a une période d'âge d'or du livre qui est en train, je pense, de s'achever, pour revenir peut-être à une forme de transmission orale ou technologique. Et il est important d'arriver, à travers ces nouvelles formes, ces nouveaux vecteurs, d'assurer une transmission et d'arriver à reproduire de façon créative tout ce que nous avons, toute cette culture que nous avons et qui nous enrichit, et sans laquelle nous ne sommes rien. Moi, je vais intervenir à ce niveau-là parce que ce dialogue, cette question m'interroge beaucoup aussi. Je crois qu'avant, il était tout à fait clair qu'il y avait des émetteurs et puis des récepteurs. Bon, les parents étaient des émetteurs, les enfants étaient des récepteurs, des destinataires. Bon. Et on s'aperçoit que dans l'ensemble de tous les circuits de communication, parce qu'on est en communication, maintenant, le récepteur devient émetteur lui-même, et de telle sorte que l'émetteur devient récepteur. Moi, je vois, par exemple, j'habite en Normandie, à 100 km de Paris. Je m'aperçois que les parents sont totalement dépassés par leurs enfants. Dès que les enfants font un peu d'études, et un peu, je ne dis pas uniquement à l'université, mais même s'ils font un CAP ou un bon, c'est les enfants qui savent. Et les parents sont dans une situation de réception par rapport à la parole des enfants. Donc la verticalité qui existait générationnelle n'existe absolument plus. Aujourd'hui, on est dans un système
d'échange presque égalitaire entre parents et enfants quand ce ne sont pas les enfants qui ont, je dirais, la primauté du discours. Bon. Et d'ailleurs, pour ce deuxième point, c'est que ce qui me semble dans cette question de la transmission être remis en cause en permanence, c'est la verticalité, précisément. Vous parlez de la verticalité de la parole de l'Église, verticalité de la parole de ceux qui avaient le pouvoir. Bon, la verticalité de ceux de l'Église s'estompe en France, et la verticalité de ceux qui ont le pouvoir est souvent remise en cause du fait des prétendus scandales ou des prétendus manquements des élites par rapport aux autres. Donc il y a un vrai problème, si vous voulez, mais je crois que la question, c'est surtout effectivement que les deux rôles de récepteur et d'émetteur sont un peu alternatifs aujourd'hui, me semble-t-il. Dis-moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait rajouter une troisième question, que transmettre, comment transmettre et qui transmet. Et effectivement, ce ne sont plus ni les professeurs, enfin, si encore un petit peu à travers l'école, mais certainement pas en tant que guide comme ils ont pu l'être à une autre époque. Et du coup, en fait, qui transmet, je pense que c'est beaucoup les nouvelles technologies, les réseaux qui informent, qui surinforment. Et du coup, effectivement, les enfants deviennent aussi des vecteurs de transmission, alors qu'ils étaient des récepteurs avant, c'est vrai. Et ça, c'est pas un mal non plus, parce que c'est bien que ça se fasse des deux côtés. Je pense pas, moi je ne vois pas ça sur un plan éthique, je pense ça sur un plan, je dirais, presque technique et pédagogique. Mais je pense que malgré tout, il appartient à la puissance publique, ou du moins à ce qu'il en reste, d'avoir une idée claire par rapport à ça, de dire les choses clairement, plus clairement qu'elles ne le sont dites aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'à mon avis, beaucoup de conflits auxquels on assiste aujourd'hui sont dus au fait qu'on ne sait plus quel est le bien, quel est le mal, au moins quel est le bon sens, tout simplement, le bien commun. Je dirais, il y a absolument une perte des valeurs et des repères. Les repères ont volé en éclats. La religion comme repère n'est plus opérante. Et effectivement, il y a un vrai questionnement. Et la jeune génération paraît parfois un petit peu perdue, sans repère, et à essayer à chercher le fondement des valeurs, du sens, en fait, du sens. Alors, il y a des valeurs qui émergent, qui sont celles de l'écologie, parce qu'il s'agit maintenant pour eux de sauver le monde. Il s'agit quand même de ça. Ça, c'est quand même pas banal, parce que c'était pas du tout le cas avant. Là, il y a vraiment, c'est pas un film. Il faut vraiment sauver le monde. La Terre est véritablement en danger. Et ça, c'est une valeur qui revient. Le féminisme, le respect d'autrui, ce sont des valeurs qui sont celles qui émergent parmi cette perte de repères et auxquelles, effectivement, tout le monde arrive à se raccrocher. Et ça, c'est bien aussi. Des questions peut-être sur ce sujet, étant donné que vous êtes jeune, peut-être concerné, si quelqu'un a quelque chose à dire. Oui. Alors, qui va intervenir dans ce premier temps de ce débat? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'était très intéressant, mais moi, j'ai pas forcément de questions. Mais c'était un plaisir de vous écouter et de vous écouter. Merci. Voilà. Si vous aviez des questions sur Merci. du numérique. Non, mais je veux bien passer le micro. Oui, je voudrais qu'on aborde assez rapidement une seconde partie qui est au fond les conseils et l'aide que vous pourriez vous donner à ces jeunes gens qui sont parfois intéressés très souvent par la création. Oui. Et la question qu'ils me posent toujours, c'est en fin de compte, comment est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, quelles sont les erreurs, quelles sont... voilà. Donc moi, je leur donne un certain nombre de conseils que je ne vous dirai pas naturellement, mais que vous devenez peut-être. Et j'aimerais bien qu'ils vous posent eux-mêmes ce type de questions dans ce champ qui est au fond
Que faire de votre vie quand on fait de la communication comme vous voulez le faire, ou du journalisme, ou bien de la création? Alors, je vous donne la parole. Quels sont ceux qui ont des questions à poser sur ce champ? Oui. Cher Marc, en tant qu'ancien élève de l'ICP, vous avez le droit aussi de poser des questions. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voudrais savoir un peu comment on fait pour... à quel moment on sait que c'est le bon moment pour commencer à écrire et un peu dans la production justement d'un écrit, peut-être d'un roman ou... je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, à quel moment on sait que c'est le bon moment. Alors, je dirais, j'aime beaucoup Philip Roth. Vous le connaissez, cet écrivain américain qui est vraiment le maître de la narration. Et en fait, il a deux phrases sur le roman. C'est un roman, ce n'est pas raconter une histoire, c'est se raconter à travers une histoire. Et l'autre, c'est un roman, c'est 2% d'inspiration et 98% de travail. Et en fait, en réunissant les deux, je dirais que le bon moment, c'est le moment où on a trouvé l'histoire à travers laquelle on va se raconter. Mais pas seulement se raconter, parce que là on ne parle pas d'écrire un journal intime, parce que pour écrire un journal intime et des pensées pour soi, c'est toujours le bon moment, écrire pour soi. En fait, il y a deux choses, c'est écrire pour soi ou écrire une œuvre que l'on va transmettre, une œuvre pour autrui, une œuvre qu'on va publier, une œuvre qu'on va diffuser. Ça, c'est complètement autre chose. C'est toujours bien d'écrire pour soi, mais le moment où on va se mettre à écrire pour autrui, c'est le moment où on va arriver à se raconter à travers une histoire. Pas se raconter tout court, mais se raconter à travers une histoire. Et ça, c'est une question de 2% d'inspiration, c'est-à-dire comme quand j'étais dans la bibliothèque de mon père et j'ai vu ce livre sur les manuscrits de la mer morte, et puis c'est comme une foudre qui vous tombe dessus et vous dites waouh, ça c'est le sujet. Mais pour pour trouver ce sujet, en fait, il faut se mettre en réception de sujet, parce que tout est sujet, Mais il faut trouver le sujet qui va être votre sujet. Et pour ça, il faut être en état d'inspiration. Et dans cet état d'inspiration, quelque chose va venir et vous frapper un jour. Et ça, ce sera le moment. Et vous allez arriver à ce moment, dans la deuxième phase, après ces 2% d'inspiration, qui est les 98% de travail, parce que c'est énormément de travail. Alors, il y a toute une technique pour écrire. Il y a des techniques narratives, il y a le fait d'arriver à construire une histoire. Je crois beaucoup dans l'histoire. Enfin, quand on écrit une fiction, si c'est une fiction, la fiction dont on parle, je crois beaucoup à l'histoire, c'est-à-dire emmener le lecteur par la main et lui raconter une histoire. Et il faut trouver la bonne histoire à partir de ce sujet, à partir du sujet qui est votre sujet. Et là, là, c'est la phase de travail, et c'est une phase avec parfois très longue, avec plein de doutes, plein de questions. Parfois, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut continuer d'y croire. Je déconseille beaucoup d'en parler, parce que je trouve que plus on en parle, plus on parle de l'histoire qu'on veut écrire, et moins on l'a fait. Il faut que ça reste vraiment en soi. C'est quelque chose de très intime, qu'on doit verser dans l'universel. C'est vraiment la rencontre du plus singulier de vous avec le plus universel, parce qu'il faut penser qu'on va transmettre. C'est une œuvre de transmission, une fiction ou un roman. Donc il faut sans cesse penser à l'autre et à la fois faire quelque chose de très singulier et très intime. Et oui, le fait d'en parler, c'est comme si ça se faisait déjà. Donc
il y a quelque chose qui va se ternir un peu dans cette envie, parce qu'il faut garder cette forte envie. Et puis aussi, quand on parle d'un sujet, eh bien, on a les réactions des autres, et c'est à la fois très fort et à la fois très fragile. Donc, si vous sentez que quelqu'un vous dit ah non, bof, ça va éteindre votre envie. Donc, cette envie, il faut la garder en soi jusqu'à mener l'œuvre à son terme. Et là, au contraire, une fois que vous pensez l'avoir écrite, là, c'est le moment où il faut ouvrir aux autres et la faire lire et avoir plein de réactions et de critiques constructives qui vont vous aider à l'améliorer. Mais voilà, en fait, cette inspiration, effectivement, peut-être qu'il faut se mettre en ouverture de sujet. Moi aussi, j'ai une question. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que vous pensez que est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être publié par une maison d'édition comme ça? Aujourd'hui, c'est très difficile parce que le livre est un petit peu, enfin même beaucoup en crise, parce que les gens lisent beaucoup moins, pour plein de raisons. D'abord des raisons économiques. On est dans une crise économique et donc les biens culturels sont quand même très touchés. Ensuite, les gens sont beaucoup sur leur portable. Il y a des séries, il y a des vidéos, donc c'est difficile de se faire publier. Je pense qu'il faut trouver un sujet qui se démarque. Peut-être qu'il faut encore plus... pour arriver à se faire publier, comme c'est tellement difficile, peut-être qu'il faut trouver des sujets qui soient encore plus forts qu'avant. Ne pas rester dans l'anecdotique. Et puis, peut-être aussi, il y a plein de maisons d'édition. Il y a des grandes maisons d'édition, mais il y a aussi plein d'autres maisons d'édition qui sont plus petites et qui sont plus peut-être faciles d'approche. Et ce qui est bien aussi, en revanche, je vous le dis, il y a plein de concours de nouvelles. Peut-être que c'est bien de commencer aussi par avoir une nouvelle publiée en faisant des concours. Là, ça me semble être plus facile parce qu'il y en a, je sais pas, 10 par mois. Vous avez des sites sur Internet. Et comme ça, c'est une façon de se mettre en écriture avec la satisfaction d'avoir une nouvelle ou plusieurs nouvelles publiées. Et peut-être que ça facilite après l'accès à des éditeurs, le fait de les connaître ou le fait d'avoir des nouvelles qui soient publiées. Merci. Mais ce n'est pas simple. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'avais une question. Oui, donc, est-ce que vous avez vu des rejets, par exemple, par rapport aux maisons d'édition quand vous avez commencé à essayer de publier votre ouvrage? Est-ce qu'on vous a soutenu? Quel parcours vous avez vécu? Alors oui, le premier roman que j'ai écrit, donc Qumran, sur les manuscrits de la mer morte, je l'ai envoyé à toutes les maisons d'édition par la poste. Et pendant 1 an, je n'ai eu que des rejets. Et voilà, je ne me suis pas découragée, mais quand même un peu. Mais pourquoi je ne me suis pas découragée? Parce que je le faisais lire à mon entourage. Et à un moment donné, j'ai une amie qui l'a fait lire à une amie, donc vraiment en lecture aveugle, quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout et qui était captivée par le roman. Donc j'avais quand même une conviction que ça puisse se faire. Et au bout d'1 an, finalement, il y a eu une petite maison d'édition. J'ai appelé parce que je dois dire que c'est quand même bien de connaître des gens dans les maisons d'édition puisque je l'avais envoyé par la poste. Mais là, je connaissais quelqu'un et donc j'ai insisté pour qu'il soit lu. Et puis là, ça a été assez étonnant parce qu'il a été publié et ça a été un best-seller.
qui a marché dans le monde entier. C'était une aventure incroyable, après autant de rejets, autant d'échecs, des plus grandes maisons d'édition, qui sont tous après revenus vers moi pour me proposer de me publier. Entre-temps, ma maison d'édition avait fait faillite, enfin pas à cause de moi puisque ça avait été un succès, mais enfin elle a quand même fait faillite. Et du coup, je me suis retrouvée à être publiée par des maisons d'édition qui avaient rejeté mon texte. Et donc, comme quoi, il ne faut pas se décourager. Et les meilleurs lecteurs sont peut-être pas forcément les éditeurs, mais les vrais lecteurs, c'est-à-dire les gens, comme j'ai envie de dire, comme vous et moi, qui aiment lire et avoir un regard complètement, pas de spécialiste, mais juste de lecteur, parce que c'est ça qu'on veut en fait, c'est ça qu'on recherche. Vous savez, cette question est très ancienne, hein. Les plus grands auteurs du XXe siècle ont tous commencé, pas tous, mais pas beaucoup d'entre eux, ont commencé par être rejetés pendant plusieurs années avant de se faire publier. Certains même ont publié d'abord à compte d'auteur avant d'être repérés par des grands éditeurs. Je crois donc que c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus difficile que pendant un certain temps, mais ce qui est quand même différent et ce qui est positif aujourd'hui, c'est que les éditeurs ne sont plus à réclamer un minimum de 4000, 5000 exemplaires au premier titre. Aujourd'hui, vous avez des livres qui vont être vendus à 1000 exemplaires et ce ne sera pas si mal que ça pour un premier roman. Pourquoi ? Tout simplement parce que le coût technique de la fabrication d'un livre n'a plus rien à voir avec un coût technique de la fabrication d'un livre. C'est il y a encore 10 ans. Donc on est dans un autre monde. Et ce qui est important, c'est effectivement de construire, et ça je passe mon temps à vous le dire, puisque vous voulez faire tous de la communication, construisez des réseaux, construisez vous tout un monde tout autour de vous. Et si au premier titre que vous publiez, vous êtes sûr d'avoir 300 ou 400 ventes, si vous voulez, déjà vous existez. Hein. Voilà, donc ça c'est très important. Ne vous renfermez jamais sur vous-même. Il y a les réseaux sociaux, et créez votre réseau. Et très souvent c'est comme ça que l'on commence, et peu à peu, si vous voulez, le feu prend. Hein, voilà. Hein. Moi aussi j'ai écrit des romans et j'ai pas du tout connu les mêmes aventures que vous. Moi, au contraire, au départ, ça a été très très facile, extrêmement facile. Tout de suite, ça a été publié. Le premier éditeur qui j'envoie mon manuscrit, ça a été pris, si vous voulez. Donc, oui, très bien. Et puis, après, enfin voilà. Mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que j'ai eu le succès d'Eliette, parce que je n'ai pas eu le succès d'Eliette. Donc, elle a eu du mal à caser son premier roman. Elle a eu un succès mondial. Moi, j'ai publié mes 2 premiers romans qui ont été vendus à quelques 10 000 ou 20 000 exemplaires. C'était pas si mal que ça. Bon, je suis passé à autre chose après. Mais cela dit, vous voyez très bien, chacun a son histoire. Je voudrais revenir sur un autre point fondamental qui est le travail. Et c'est vrai qu'un vrai écrivain, et Dieu sait si vous en êtes une vraie, un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas ? Bon. Je vous racontais une anecdote quand j'étais un tout petit peu plus vieux que vous. Un éditeur m'avait demandé un livre sur Aragon. Donc j'ai écrit un livre sur Aragon, puis je me suis dit, je ne peux pas donc publier un livre sur Aragon sans rencontrer Aragon. Donc je demande à Aragon un rendez-vous. Elle me dit tout à fait d'accord. Donc je vais rue de Grenelle où il habitait. Et ce que l'on faisait, c'est que j'assistais pendant 4 heures à la lecture des épreuves d'Aragon par Aragon. Et alors donc, c'est l'époque où il publiait Blanche Oubli, qui est une merveille d'ailleurs. Oui. Et il me lisait de sa base de Stentor du Aragon pendant toute la matinée, et il corrigeait en même temps. Et en même temps, il faisait des corrections d'auteurs, il faisait des corrections d'éditeurs et tout ce qui s'en fait. Alors au bout de 3 ou 4 fois, je lui dis, oui, mais enfin, écoutez, moi je viens venir toutes les semaines vous écouter lire, c'est merveilleux, mais enfin, pendant ce temps-là, on ne fait pas grand-chose, et moi, mes questions restaient en plan. Elle me dit, oui, mais je répondrai à votre question quand vous serez arrivé à la fin de Blanche Oubli. Voilà. Et il travaillait, hein, même un auteur pareil, et il relisait tout de la même façon, y compris les rééditions en poche, hein, ça veut vous dire.
Oui, bonjour. Enfin, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive un peu à trouver son style. Enfin, est-ce que, par exemple, vous avez des inspirations, des auteurs même un peu plus anciens enfin, vous aimez le style ou le... Oui, 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 oui. Ça, il faut vraiment lire beaucoup d'auteurs pour écrire. Oui. Et puis il y a des auteurs qu'on aime plus que d'autres et qui vont nous inspirer absolument. Moi, j'aime beaucoup Albert Cohen parce que c'est un auteur lyrique et qui a un rapport très, enfin, poétique au langage. Et c'est un auteur qui m'a beaucoup inspirée aussi dans le fond et dans la forme. Et j'ai été très marquée aussi par L'amant de Marguerite Duras et tout autant que par les livres de Philippe Roth. Alors ça, c'est plus dans la construction de l'histoire et le fait qu'il va avoir cette vraiment magie romanesque, mais très travaillée, où il va vous emmener dans toutes ces histoires. Voilà, il a une façon de raconter qui fait qu'il vous emporte. Et ça, ça m'a aussi beaucoup marqué. Et je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir des auteurs qu'on lit et qu'on va vouloir... qui vont nous inspirer. C'est comme quand on est inspiré par un sujet, lire un auteur qu'on aime, forcément, c'est une inspiration. Et aussi, effectivement, dans son rapport au langage, son rapport à la narration, vous allez vous identifier à un auteur pour marcher dans ses traces. Et cet auteur va être votre maître en écriture, même si vous ne le rencontrez pas en vrai. Et le lire va vous apprendre plein de choses. Et du coup aussi, j'avais une question par rapport au regret. Est-ce que, en tant qu'autrice ou en tant que femme, est-ce que vous avez des regrets sur la publication d'un roman, sur l'écriture d'un roman, sur la conception d'un roman passé? Est-ce que vous feriez les choses différemment, quelque chose différemment? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est quand a-t-on vraiment fini un roman? Et en fait, le problème, c'est que je pense que c'est vrai dans toute œuvre artistique, c'est-à-dire à quel moment on peut penser que c'est fini, sachant que ça peut toujours être amélioré. Et donc, ma devise, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Et à un moment donné, je renonce au roman idéal. Parce qu'en fait, quand on a un roman, je pense que dans cette vision, cette inspiration, moi, j'ai une vision du roman, en fait. J'ai le roman idéal dans ma tête, celui que j'aimerais écrire. Et en fait, ce roman idéal, je n'arrive jamais à l'écrire et à chaque fois, c'est raté. Et à un moment donné, il faut quand même terminer et le finir. Alors, soit qu'il y ait des échéances éditoriales, soit que, voilà, à un moment donné, quand on travaille, il faut énormément travailler, mais il y a quelque chose qui s'inverse, il y a un point optimum qu'on a atteint et on défait ce qu'on a fait. Donc, il faut vraiment atteindre ce point-là et se dire, bon, c'est fini. Et quand je relis, évidemment, mes œuvres, ce qui m'arrive j'ai rarement, enfin presque jamais, mais ça m'arrive parfois et je me dis, oh là là, non, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Des années se sont écoulées et en fait c'est très troublant parce que j'ai un regard d'aujourd'hui sur la personne aussi que j'étais avant, parce que quand on écrit, on se dévoile et on se raconte et du coup, en fait, tout d'un coup, je me dis, je regarde cette personne et je vois l'évolution. Et je n'adhère plus à ce roman ni à cette personne non plus. Donc c'est toujours très troublant de se relire et bien sûr plein de regrets et peu de satisfaction. Donc il faut profiter du moment bref de satisfaction qu'on a pour se dire, bon ben voilà, c'est terminé, avant ce regard. Parce qu'on a toujours un regard critique sur soi et c'est bien, ça prouve, je pense que c'est sain d'avoir ce regard-là.
tous les écrivains vous diront, comme Eliette là-dessus, il n'y a pas un seul écrivain qui, à un moment donné, n'ait pas produit un texte qui n'était vraiment pas bon, hein, y compris les plus grands. Hein, ils ont tous fait des textes qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont fait trop facilement, parce que c'était un texte d'humeur, parce que c'était un texte où ils étaient en train de s'engueuler avec leur femme ou je ne sais quoi. Bon, et ça marchait pas, hein, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Moi, je souviens toujours mon ami Yves Berger, qui était directeur littéraire de Grasset. Le jour où il arrive, François Mauriac apporte son manuscrit, et donc Yves dit à son président, si on publie ce texte de Mauriac, je démissionne demain. Mais il dit, ça fait arriver hier. Il dit, ça fait rien, je serais resté une seule journée. Et alors son patron prend le texte de Mauriac et dit, mais vous avez totalement raison, on l'aurait publié les yeux fermés et c'est mauvais. Non, et donc le texte a été retiré. Mauriac était fou furieux, voulait absolument que soit viré ce jeune Yves Berger. Et quelques années plus tard, Mauriac appelle Berger et dit, heureusement que vous m'avez évité de faire cette bêtise. Voilà. Donc en fait, il y a toujours ça, hein, il y a toujours le fait que quelque auteur que ce soit, un jour, trop pressé, trop nerveux, trop, et puis pas à côté de la plaque, eh bien vous pouvez faire un mauvais texte, il n'y a aucun problème, ou un texte, si vous voulez, qui ne peut avoir du sens que pour vous, plus exactement, et qui n'en aura pas pour autrui, peut-être. Oui, c'était... Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour vous demander, est-ce que vous réussissez à gagner bien votre vie grâce à votre travail? Oui, alors je la gagnais très bien jusqu'à il y a 6-7 ans. Et là, il y a eu un décrochage terrible, je dirais, d'une année à une autre, qui a touché tous mes amis écrivains. Je faisais partie des écrivains qui vivaient de leur plume. Et puis, oui, avec tout ce que je vous ai raconté, les réseaux sociaux, les portables, les séries Netflix, la crise économique, c'est très, très difficile de vivre de sa plume. Très, très peu. Et puis aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est polarisé. C'est peut-être qu'en volume, les éditeurs vont vous dire « Non, mais on vend autant qu'avant ». Mais le problème, c'est que comme les gens n'ont plus d'argent, ils vont acheter tous un livre par an, pas plus, et encore. Et le livre, ce sera toujours le même livre. Et il y a 2-3 ans, j'étais en vacances, j'étais dans un hôtel près de la piscine, et je vois, il y avait des gens qui lisaient autour de la piscine, ils lisaient tous le même livre. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était le Joël Dicker. Et je me suis dit, voilà, en fait, ils captent tout le marché, Joël Dicker, Guillaume Musso, et eux, ils vont vendre, mais incroyablement bien, c'est-à-dire ils vont passer les barres de 500 000 ventes, là où les autres vont plus réussir à vendre, alors qu'avant, il y avait plus de diversité. Donc, le marché se polarise vers un qui va bénéficier d'ailleurs, comme il marche, en fait, il va avoir toute une campagne de marketing autour de lui. Et du coup, en fait, tout le monde va acheter son livre, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est très difficile de vivre de sa plume et qu'il faut maintenant trouver d'autres façons de vivre quand on écrit, sauf si on écrit le fameux best-seller de l'année, ce qui peut toujours vous arriver. Mais en dehors de ça, non, il faut soit enseigner, soit faire autre chose à côté, je pense. Mais après, moi j'ai remarqué récemment, enfin après je pense plus à ceux de mon âge, c'est que par exemple quand on va regarder un film ou une série par rapport à une histoire et qu'il y a un livre qui va apparaître, par exemple là je pense à des trucs comme After ou non mais ça c'est un truc de film. Oui, ça c'est After, non, ou encore par exemple c'est quoi l'arnaqueur de Tinder, en gros du coup il y a eu un film par rapport à ça. Après, il y a eu une série par rapport à ça. Et après, du coup, il y a eu le livre qui était sorti. Ah oui. Et du coup, il y a le livre, après, du coup, il a eu du succès. Donc, est-ce que c'est pas par rapport au fait que Internet qui vous a un peu remplacé? Oui, je pense, oui. Ah oui, complètement, complètement, bien sûr, bien sûr.
Ça a remplacé la lecture. Avant, on lisait des livres dans les métros, on lisait des livres dans les parcs, voilà. Il y avait toujours un livre sur la table de nuit. Maintenant, les comportements ont changé. On va regarder une série. Donc, ça rend la vie des auteurs très précaire. Vous arrivez à vous adapter ou pas, du coup? Non, je n'y arrive pas. Je ne sais plus, non. Je fais ce que je peux. J'écris un peu plus de livres. En fait, du coup, j'écris un roman, puis j'écris une BD, un essai. Donc, l'année dernière, j'ai publié 3 livres. C'est trop. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut faire un autre métier en même temps qu'écrire. Mais en ce qui concerne les adaptations, il y a beaucoup de films qui sont nés de livres, de romans, mais ce ne sont généralement pas des très bons romans. C'est-à-dire que adapter un très bon roman, je le dis à mes étudiants, c'est extraordinairement compliqué, difficile, parce qu'il y a la qualité littéraire, c'est très difficile à rendre par l'image. On parlait tout à l'heure de l'amant. C'est vrai que le roman est de grande valeur. Le film qui est à côté était tel que l'auteur a dû faire un procès au réalisateur. Bon, voilà. Mais en fin de compte, donc, on a intérêt, quand on fait du cinéma, on verra ça la semaine prochaine avec Jonathan Brodard, on a intérêt à prendre plutôt des romans moyens, parce que pour éviter que le roman, en fin de compte, concurrence le film. Il est rare de faire un très bon film à partir d'un très bon roman, pour ainsi dire. Alors quand on a un véritable auteur, c'est pas facile d'être adapté au cinéma, tout simplement. Mais vous avez des auteurs finalement très moyens, si vous voulez, qui vont servir de base à un tas de films. D'ailleurs, je crois que, je n'ai pas regardé cette année, mais enfin l'année dernière, plus de 50% des films, c'était des films adaptés de romans, de toute façon, mais pas de gens totalement inconnus, ou des romans policiers, ou de romans de série. Oui, souvent les livres, les films sont adaptés de livres, et c'est vrai. Mais c'est vrai que le cinéma aussi est en difficulté. Donc il y a les séries, et les séries... les séries sont pas toujours adaptées de livres. Hein. C'est parfois des histoires originales. Généralement, les séries, il y a ce qu'on appelle une Bible. Il y a, pour ainsi dire, une sorte de protocole d'écriture avec des fiches personnelles, peut-être que vous avez apprises, ou bien des techniques d'écriture particulières. Vous avez ici une reprise en permanence des mêmes éléments de numéro en numéro, mais ça n'a rien à voir avec la littérature qui est de la création, par définition, non pas de la fabrication, non, en pure fabrication. Oui, bonsoir. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est pas, au niveau de l'essor du numérique, certes, il y a un côté qui fait que du coup, ça amène, tout ce qui va être mainstream, qui va être consommé beaucoup plus facilement, mais ça joue aussi sur les supports. Donc, est-ce que vous pourriez pas vous adapter aux supports, parce que tous les gens qui passent par le numérique, par exemple notre génération, on a quand même une curiosité de ne pas s'abreuver que de contenu hyper mainstream et moins recherché, quoi. Oui, mais c'est-à-dire prendre un support numérique pour publier, oui, c'est ça? Si vraiment le papier, c'est foutu, quoi. Mais je ne sais pas si c'est une question de papier ou si c'est une question de format. Oui, c'est ça, en fait. À ce moment-là, il faudrait écrire des histoires courtes pour le monde numérique. Oui, peut-être. Peut-être il faut réfléchir à quelque chose comme ça. Mais le format roman long sur le support numérique, ça ne changera rien, puisque de toute façon, tous mes romans sont sur Kindle, et c'est plus le format est plus tellement adapté à notre monde où tout s'est beaucoup accéléré. Oui. Mais justement, on les met tout le temps en opposition, le côté papier limite old school du roman et les formats numériques, mais alors qu'en fait, on pourrait concilier les deux, même si, et en faire quelque chose, justement, un format qui soit adapté. Je comprends ce que vous dites, je suis en train de faire des théories. Non, mais non, c'est super, vous êtes en train d'inventer quelque chose, là. Je sens que vous êtes en train d'inventer un truc. J'ai pas encore bien compris, mais ça me semble très intéressant. Non, mais je veux dire, c'est dommage qu'on dissocie tout le temps les deux, alors que finalement, avec les bons outils et surtout la bonne com, pas nécessairement de la com, mais le roman pourrait revenir quelque chose qui s'ancre dans le numérique. Mais ça, c'est vrai. Alors vraiment, absolument. Et c'est pour ça que quand vous écrivez, vous pensez à la com et au réseau,
Et en fait, c'est très intelligent, en amont de votre écriture, de votre publication, d'entretenir un réseau, de construire un réseau qui va amener une communication sur votre œuvre. Et ça, il faut concevoir les deux en même temps, de façon totalement solidaire. On ne peut plus écrire un roman et puis le lancer comme ça, comme une bouteille à la mer. Il faut effectivement voir les choses de façon absolument globale. C'est vrai. Alors moi, j'ai du mal parce que quand j'écris, je m'immerge tellement dans l'écriture que je n'arrive pas à poster tous les jours sur mon Facebook, mon LinkedIn et mon Instagram. Et en fait, personne d'autre peut le faire à ma place puisque c'est quelque chose de très personnel. Donc, j'ai du mal, mais c'est vrai que c'est une super solution. Oui, absolument. Du coup, moi, je me demandais, parce que là, vu qu'on est en train de parler du numérique, je me demandais ce que vous pensiez des liseuses. Parce que du coup, les liseuses, c'est du numérique et ça permet justement de lire des livres sur une page. Oui, mais c'est super. Mais vous savez, en France, alors dans les autres pays du monde, c'est différent parce qu'il y a presque plus de livres papier et tout le monde lit en format numérique. En France, non. Quand on voit le ratio, c'est encore vraiment très faible par rapport aux livres papier puisque dans notre pays, on est encore attaché à l'objet livre. Je ne pense pas que sur le volume, ça va changer quelque chose de lire son livre sur son portable, sur un Kindle, sur une liseuse. Ça ne va pas faire en sorte que les gens lisent plus. Je ne crois pas à ça. Vraiment, je pense que c'est vraiment la forme romanesque, le fait que ce soit qu'on va vous entraîner dans une histoire. Et vous savez, on est sans cesse interrompu par plein de choses. Et le roman... quand vous lisez 2 pages et que vous avez un coup de fil ou un SMS ou un truc, vous êtes obligé de relire les 2 pages pour savoir où vous en étiez. En fait, il y a une temporalité qui est longue du roman et une concentration qui est demandée, qui est aussi qui ne fait pas bon ménage avec notre vie où on est sans cesse dans un flux et dans quelque chose, des petites périodes courtes. En fait, on a une vie segmentée et on a une vie accélérée. Et le roman, c'est exactement l'inverse. Donc après, c'est la question fondamentale, comment arriver à faire en sorte que les gens rentrent dans cette haute temporalité du roman, dans notre modernité. Je pense que ça, c'est la question de fond, en fait. Et peut-être que la réponse, ça vient effectivement par le fait de construire quelque chose autour de lisez ce roman parce qu'il va vous apporter cette chose-là, il va répondre à cette question. Donc surpasser le fait que... Parce que les gens ne vont plus lire des romans comme ils les lisaient avant, avec des longues descriptions, ou un roman qui va parler de rien de spécial. Non, ils vont chercher quelque chose dans le roman qu'ils vont lire. Ils vont chercher à répondre à une question. Il faut que le désir soit vraiment très fort pour qu'ils arrivent à cette forme de concentration que nécessite une lecture longue. Donc, je ne crois pas que le support changera quelque chose. Le fait que ce soit en numérique ou pas, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est effectivement les conditions dans lesquelles on se trouve pour avoir du temps à donner à la lecture plutôt qu'à autre chose. Je crois que les enquêtes actuelles montrent que le Français moyen, il est à 4h30 d'écran par jour. Donc 4h30 d'écran par jour, donc 3 heures de télévision le soir, ou de télévision ou bien d'ordinateur, il ne reste plus grand-chose, c'était le grand moment. Bon. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que vient de dire Eliade, savoir que essayer de réfléchir comment les gens pourraient lire, du moins dans quelles conditions et qu'est-ce qu'ils pourraient lire. Il y a toujours un exemple qui, moi, m'a toujours frappé, c'est qu'au 19e siècle, un génie, à savoir Hachette, a eu l'idée dans les années 1840-1850 d'implanter des relais dans les gares. Bon, parce qu'il s'était tout simplement dit, les gens vont prendre beaucoup le train,
qu'est-ce qu'ils vont faire dans le train? Ils vont s'ennuyer. Je vais mettre des relais de vente de livres et de journaux dans les gares. Et effectivement, Hachette, ça fait sa fortune en à peine 10 ans, tout simplement par les relais dans les gares. Parce qu'il a trouvé un moyen, un moment, où effectivement les gens n'avaient rien d'autre à faire que de lire, puisque les voyages en train, ça durait longtemps. Et je pense que cette espèce de génie commercial lié et en même temps, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'on a appelé une littérature de gare. Il a fait une littérature qui permettait effectivement de lire un roman en partant de Rouen, en arrivant à Paris. Donc en longueur, c'était la distance Paris-Rouen. Ça racontait des histoires sentimentales ou des histoires pas trop compliquées pour des gens qui sont dans le train. Mais ils avaient terminé leur voyage, ils n'avaient pas vu le temps passer et le roman avait été lu. Et toute la littérature, tous les grands éditeurs du 19e siècle ont tous pris le même modèle. Ils ont pris le modèle du train. Voilà. Bon, après ça, eh bien, ce n'est qu'à la fin du siècle qu'on a changé le modèle. Donc, je crois que c'est un peu ça qu'il faut réfléchir, c'est que, au fond, à quel moment on peut lire et qu'est-ce que ça signifie, mais en même temps, peut-être aussi de formater quelque part, si vous voulez, l'objet de lecture autant qu'on va lui disposer et aux conditions dans lesquelles l'acte de lecture va s'effectuer. Voilà. Bon. Pas facile comme question marketing. Ouais, mais c'est bien de voir les choses. Il faut voir le côté marketing. On ne peut plus écrire comme avant sans voir ce côté-là, bien sûr. Oui, il y a les salons littéraires. Alors, il y en a toutes les semaines, tout le temps. Je pense que parce que, bon, évidemment, ça fait plaisir aux lecteurs, je pense, de rencontrer les auteurs. Et puis, et c'est le moment où, effectivement, les auteurs se rencontrent entre eux, parce que c'est tellement solitaire, quoi. C'est-à-dire, en fait, on est tout le temps, toute la journée, quand on fait que ça, en train d'écrire derrière son ordinateur. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'on a besoin de voir... Moi, j'aime bien voir des gens réels, tellement je suis dans l'imaginaire tout le temps, avec mes personnages imaginaires que j'ai inventés, et seule. Et du coup, j'adore voir des vrais gens comme vous. C'est vraiment, ça me paraît fou de voir des gens. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Il faut aimer ça, il faut aimer la solitude pour écrire toute la journée, puisque il y a ces 98% de travail et que on passe beaucoup de temps derrière sur sa chaise, quoi. J'avais promis à Eliette que notre réunion ne durerait pas trop longtemps. Vous nous laissez encore un petit quart d'heure, oui. Eliette? Bon, un quart d'heure, puis dans un quart d'heure, on se quitte. Ah oui, peut-être encore, parce que j'ai un... Dites-moi, parce que je sais qu'on a... un impératif à 19h30, mais encore 5 minutes. 5 minutes, allez, voilà. c'est les 5 minutes. Le temps passe vite. Oui. Oui. Bonsoir. Moi, ma question, c'est si vous pouvez parler avec la vous d'avant, celle qui écrivait ces romans, qu'est-ce que vous diriez? Si je pouvais parler avec la vous d'avant, celle oui. qui écrivait ces romans avant d'éditer. Avant d'être édité? Oui, avant d'être édité. D'accord. C'est-à-dire avant que j'ai pu publier mon premier livre, quoi. C'est ça? La fille qui écrivait. Alors, je lui dirais ce que je me disais d'ailleurs à l'époque, de persévérer, de croire dans son projet, de continuer à y croire malgré tout ce qui décourage, en fait, parce que il faut tellement de persévérance pour arriver à mener à bout un roman. Je pense qu'il faut une détermination et sans faille, quoi. Donc, je pense que je lui dirais de ne pas se décourager, voilà. Et puis aussi,
je lui dirais de bien construire son roman de penser sans cesse au lecteur. C'est-à-dire, comme disent les Américains, écrire un page-turner, puisque c'est le premier roman que personne ne vous connaît, personne ne vous attend et personne ne vous a demandé d'écrire non plus. Donc, il faut faire un page-turner. Il faut, à chaque page, penser au lecteur et se dire, est-ce que ton lecteur va avoir envie de tourner cette page ou est-ce qu'il va refermer le livre et le poser ? Et être obsédé par ça, par le fait de le garder, le lecteur, de le tenir au collet comme ça et de ne pas le lâcher. Oui. Ma question, c'est justement, à force de décrire en fonction de ce que les autres aiment, est-ce qu'on se perd pas un peu ? Non, je crois que on arrive à verser son intimité, sa singularité dans l'universel. C'est sans cesse cette négociation-là, en fait, d'écrire un roman entre l'intime et l'universel. Et il faut... alors, trop universel, non, ça va intéresser personne parce que ça va être trop banal. Mais trop intime, ça n'intéresse personne parce que c'est une histoire trop personnelle. Donc, on est sans cesse vraiment dans ce lien. Et il faut arriver à garder vraiment la bonne distance entre ça. Mais plus intime et plus singulier ce sera, et plus universel ce sera, comme l'a bien montré Montaigne, quand il dit qu'il est lui-même la matière de son livre, et qu'il a tellement parlé de lui d'une façon tellement intime, et pourtant à travers lui, il a décrit l'humain au point que quand on le lit, on a l'impression qu'il est là et qu'il nous parle. C'est incroyable ce qu'il a fait à travers les siècles, et pourtant il n'y a rien de plus éloigné que d'un homme de son siècle de nous, qu'un homme de son siècle de ce que nous vivons aujourd'hui, et pourtant nous avons l'impression qu'il est là et qu'il nous raconte qui il est, et c'est passionnant, c'est fou. Donc voilà, ce qu'il faut arriver à faire, c'est ça, et c'est très difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais au moins, quand on y arrive, et ben on a fait une œuvre. On prend les 2 dernières questions et puis après je dois partir. Moi, c'était pas une question, mais je vous recommande d'être sur Wattpad. Ah oui. Comme ça, c'est un moyen. C'est une bonne idée, oui, c'est vrai, parce que c'est des lecteurs directement qui parlent aux lecteurs, c'est vrai. Donc si vos livres ils sont aussi populaires, directement. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je connais Wattpad. En tout cas, bonne continuation à vous et prenez soin de vous. Voilà. Merci. C'est une bonne idée. C'était juste, tout à l'heure, vous parliez des salons, c'était pour savoir, parce que ce milieu, c'est quand même un peu de l'entre-soi, tous les milieux culturels. Oui. Est-ce que c'est dur de s'y faire accepter, par exemple, quand on est un jeune écrivain ? Voilà. Non, c'est pas du tout dur de se faire accepter. C'est vrai que c'est un cercle d'écrivains, mais en même temps, c'est ce cercle qui accueille sans cesse des nouveaux écrivains. Et en fait, aujourd'hui, les éditeurs adorent avoir des nouveautés. Donc, ils sont formidablement bien accueillis. Et puis, comme il y a beaucoup de nouveaux écrivains, tout le monde est logé à la même enseigne. Et je crois que c'est un milieu extrêmement convivial et pas du tout fermé, je trouve. Bien, mille merci pour votre temps, votre intelligence, votre générosité, surtout par rapport à tout ce que nous avons dit. Mais je crois effectivement qu'un jeune écrivain est plutôt favorisé aujourd'hui. Pour fréquenter un peu ce milieu, comme vous, je m'aperçois que quand on lance un jeune écrivain, on le lance aussi un peu comme un produit. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, est-ce qu'il va être bon à la télévision? Est-ce qu'il va être bon à la radio? Est-ce qu'il a une jolie gueule? Est-ce qu'il va passer dans Match? Est-ce qu'il va passer dans Marie-Claire, etc. Ce sont des questions qui sont absolument déterminantes. Il faut, pour lancer un écrivain, non seulement un texte, mais on lance en fin de compte un ensemble, si vous voulez. Hein. Pour terminer, simplement, tout à l'heure je parlais du 19e siècle, j'adore parler du 19e siècle, mais
Sachez quand même, pour vous rendre compte ce que la littérature... Pensez qu'en 1900, sous Napoléon, quoi, pour simplifier, si vous voulez, il y avait 2 à 3 000 publications par an. Et quand on arrive à la Troisième République, mettons 1960-70, alors que la France est enfin scolarisée, on est à 60 000 publications par an. Et qu'aujourd'hui, on est toujours à 60 000 publications par an. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important de se rendre compte quand même que c'est l'effort d'éducation, l'effort collectif, et que là, la question qu'on doit se poser derrière notre B lecture, notre PS de lecture, c'est au fond aussi cette question de la culture populaire, de la culture dans notre pays, et pourquoi elle ne fonctionne plus. Parce que l'écrit est quand même fondamental, il n'y a pas que l'écran. Mille merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'ils seront tous auteurs, mais ils seront tous, se souviendront tous de cette magnifique rencontre. Merci beaucoup, Eliette.